Je vous propose de passer tout de suite au panel et Ladies First. Je voudrais d'abord demander à Laurence Janssens de Belgacom, Sales Director Public Enterprise Business Unit. Elle m'avait demandé de ne pas citer son titre, mais je ne résiste pas à la tentation de le faire. Voilà, prenez place, Laurence Janssens. Michael Van Loebe, que vous connaissez bien, on vient de le voir, Head Public and Corporate Affairs de la SNCB. Jean-Claude Van den Bosch, qui est partner Just-in-Time Management et que vous avez vu également dans la vidéo. Jacques Platiot, le CEO de IBM. Alain Doutremont, qui est principal chez Roland Berger. Et puis, last but not least, un personnage que vous connaissez bien, Yanni Haak. Il est CEO de la Loterie Nationale, mais évidemment, nous avons tous en mémoire ses activités à la SNCB. Voilà. Nous allons probablement avoir un petit problème d'encombrement. Non? Ça va? Non? Non? Vous avez... Bon, ok, parfait. Bien, je voudrais tout de suite commencer par vous, Yanni Haak. Tout à l'heure, lorsque nous avons préparé ce débat, vous avez fait une déclaration qui a provoqué un certain étonnement autour de vous, parce que vous avez fait un constat et plusieurs personnes qui étaient là ont dit mais il a directement mis le doigt sur le problème. Et ce constat, ce n'est pas un constat négatif, c'est un constat positif. La jeune génération n'a pas peur de partager. Et ça va peut-être tout changer. Oui, je crois bien. Donc, on l'a vu un peu dans la petite vidéo. Contrairement à nous, hein, qui veulent à tout prix posséder quelque chose, hein, posséder un produit. Les jeunes d'aujourd'hui, ils partagent des expériences, ils partagent en général, ils n'ont pas peur de le faire. Ils partagent en effet leur bureau, ils partagent l'information sur Facebook, ils partagent en effet, on le voit dans la mobilité déjà un tout petit peu, le grand succès des vélos partagés, des voitures partagées. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en tendance, on n'a pas peur de partager. Et donc, quand on réfléchit sur la mobilité en général, c'est un constat qui est assez important parce que ça pourrait dire que le transport en commun, qui est quand même un transport qu'on partage, on partage le train, on partage le bus, hein, voilà, que ça va devenir un succès incroyable dans le futur. Mais je pense qu'en effet, il y a un petit problème quelque part, c'est qu'en effet, tout ce que les jeunes font, le fait qu'ils partagent, ça se fait quand même à cause d'une innovation technologique, hein, tout ce qui est le débat numérique, le World Wide Web, le Facebook, n'importe qui, tout d'un coup est une façon de voir le monde d'une façon très différente. C'est-à-dire il n'y a pas quelque part quelqu'un ou un monopoliste ou une grande organisation qui dit « écoutez bien, c'est ce qu'on vous a organisé, on vous allez maintenant très bien informer de ce qu'on vous a organisé, on va même vous informer des retards de ce qu'on a organisé ». Ça reste quelque chose qui est... oui, c'est un broadcasting d'une organisation vers ses clients. Et donc, ce qu'on voit dans les tendances sociétales, je pense, c'est ce qu'on partage, et on partage par initiative individuelle. C'est l'individu, c'est très consumer-driven, c'est l'individu avec des instruments peer-to-peer qui, en effet, décide, qui fait le matching entre l'offre et la demande. C'est ça. Et je pense, je crains, oui, j'oserais dire, je crains, que bizarrement, le nœud de notre transport collectif dans le futur, et il faut que ça se fait d'une façon plus collective, hein, qu'on sait mieux faire l'offre entre la demande et l'offre, et qu'on ne retombe pas sur des solutions du 19e siècle, c'est-à-dire il faut de l'infrastructure coûteuse, il faut ceci, il faut cela. Non, il faut des autres solutions. Et bizarrement, à mon avis, le nœud central de notre transport en commun, ça va être les modes de transport qui sont connus maintenant comme étant très individuels. Et ça se voit déjà à l'heure actuelle. Regardons ce que Renault fait avec Airlink. Regardons ce que BMW fait avec Move.
Regardons ce que Google est en train de faire avec les voitures qui roulent sans chauffeur sur les autoroutes. Je peux vous interrompre une seconde. Regardez ce qu'ont fait les ingénieurs de AK ici. En effet, à l'extérieur, au rez-de-chaussée. Avec le Link & Go et cette voiture individuelle qui en fait devient collective. En effet. Ou inversement. Et donc, il est tellement plus fort parce qu'en effet, ce sont des solutions individuelles, oui, qui, oui, d'une façon, oui, un peu pour nous, hein, les vieux, quoi, hein, pour le dire ainsi, sont un peu étranges de temps en temps, mais ce sont des demandes individuelles, des offres individuelles qui, d'une façon miraculeuse, oui, s'arrangent, quoi, hein, par, en effet, des innovations numériques. Et je pense que ça, c'est quelque chose, quand on se pose la question, c'est quoi avec la mobilité dans le futur, qu'il faut très bien être très bien conscient de cela. Et c'est tellement fort, c'est-à-dire que les individus, les voitures individuelles se parlent, les voitures se parlent de connected car, on dit. Hein. Et donc, il y a un réseau de solutions individuelles qui peut fonctionner d'une façon incroyablement optimale. Et à mon avis, c'est dans cette direction-là qu'il faut réfléchir. Merci Yannick, vous intervenez évidemment quand vous le voulez. Je voudrais me tourner tout de suite vers Alain d'Outremont, et notamment cette phrase que je trouve très intéressante. Quels sont finalement les changements fondamentaux de paradigme, faites le lien avec ce que vient de dire Yannick, auquel nous sommes confrontés, optimisation verticale par mode à une optimisation intermodale end-to-end, etc. Du tout à la voiture à une vision plus nuancée, etc. Comment votre expérience à vous, puisque je rappelle quand même que vous êtes consultant chez Roland Berger, comment est-ce que vous voyez ça? Je pense que vous avez une expérience dans ce domaine. Je pense qu'effectivement, on est confronté à une série de défis et fondamentalement à un changement de paradigme de base quand on parle de la mobilité. C'est qu'aujourd'hui, on avait une espèce d'optimisation par silo et demain, ce qu'on veut vraiment pouvoir développer, c'est une optimisation des flux de point à point, donc une vision parfaitement transversale. Donc ça, c'est un premier élément et on a parlé d'ailleurs dans le film et dans le panel précédent de la complexité et du coût des infrastructures. Donc il va falloir trouver une série d'autres solutions. Et deux mots-clés, c'est l'optimisation de tout ce qui existe aujourd'hui, des moyens de transport qui existent aujourd'hui, qui soient des transports en commun, qui soient du transport individuel, mais également l'optimisation du transport, ou plutôt des flux end-to-end. Et je pense que dans ce cas-là, pour faire aussi le lien avec le sujet du panel ici sur la mobilité numérique, oui. La mobilité numérique, évidemment, où toute la dimension numérique offre un champ d'investigation qui est exceptionnel dans ce cadre-là. Pourquoi ? Parce que ça permet à un utilisateur qui se lève le matin de regarder sur son smartphone, se dire je vais aller d'un endroit A à un endroit B, quels sont les différents types de transports qui s'offrent à moi. Et je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants là derrière. C'est d'abord, ça ouvre le jeu aussi, parce qu'on ne parle plus seulement du train, du tram, du bus et du métro, mais on a la voiture, les voitures partagées, le car sharing, les vélos partagés, enfin bref, toutes les solutions qui s'offrent à nous. Et on a également un second point qui est fondamental, c'est que cela va rendre, au travers d'une information qui est donnée à l'utilisateur, son trajet plus prédictible, je vais dire. On parlait précédemment des ruptures de charge. C'est clair que les ruptures de charge, elles sont extrêmement désagréables pour tout le monde. Ça n'empêche qu'une des raisons pour lesquelles les gens ne les aiment pas, c'est parce qu'on n'est pas sûr. Doivent attendre. On doit attendre d'une part, et on n'est pas sûr que la rupture de charge va se passer correctement. Donc, avoir une information pertinente pour permettre aux voyageurs de se dire, je sais ce que je vais faire l'étape d'après, je sais que je vais arriver à terme, ou en tout cas à l'heure à laquelle je me suis fixé à mon point final, c'est quelque chose qui est fondamental et pour lequel la mobilité numérique peut jouer un rôle. Alors, je rajouterai encore un dernier point, toujours pour accélérer cette logique de multimodalité aussi, c'est de parvenir à faire un usage intelligent du temps de déplacement. Aujourd'hui, c'est vrai, on dit, on est dans les embouteillages, c'est vraiment du temps perdu. Par contre, les initiatives prises par les constructeurs automobiles du Connected Cars, les initiatives prises par la SNCB au niveau du Wi-Fi dans les gares, tout ça, ce sont des initiatives qui vont permettre de donner un élan nouveau à la mobilité et de soutenir ce changement de paradigme et de faire en sorte qu'on va vraiment avoir une optimisation transversale des flux. Bien, alors, puisque vous avez parlé d'infrastructures de gares, etc., Michael Van Lubbeek, vous voulez transformer les gares en quoi ? En smart center, c'est ça ?
Mais d'abord, il faut souligner que les gares, c'est souvent peu Elles vu sont pas belles, elles sont souvent anciennes, et quand on en construit de nouvelles, elles coûtent très cher. Bon, alors vous vous situez... Mais elles sont très belles. Ah, elles sont très belles, oui. Et donc, parfois, on entend qu'elles sont trop belles. Des Et donc, gustibus et coloribus. voilà. Mais donc, simplement pour dire que la gare est un lieu de vie dans une ville. Quand on compare, par exemple, la capacité en nombre de personnes qui passent dans une gare chaque jour Ah oui, et celle d'un ça doit stade, être fabuleux, vous ça. avez un Anderlecht standard Oui. chaque jour dans la gare de Liège, par exemple. Ah ouais. Il faut quand même, en termes de C'est volume moins de drôle, flux, quand même. Ouais. c'est moins drôle, mais c'est quotidien, Ouais. donc chaque jour, il y a un petit peu de variété. Par contre, c'est important, effectivement, on a parlé de rupture de charge. Ouais. Je crois que dans le paradigme de la mobilité, il y a un facteur temps qu'il faut insérer également. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde essaye d'arriver à Bruxelles dans les environs de 7h à 8h30, ou de quitter Bruxelles à peu près dans les mêmes tranches horaires. Et donc, en termes de mobilité, quelle que soit la solution, on a des goulots d'étranglement qu'il faut essayer de gérer, qu'il faut essayer de faire disparaître. Alors, il y a plusieurs solutions par rapport à cela. Il y a évidemment l'information qui permet, en termes de prévision, de choisir un autre mode de transport ou de choisir un autre moment pour se déplacer et justement diminuer le temps de transport. Mais il y a aussi d'autres solutions comme celle justement de permettre à un client d'utiliser son temps d'attente de manière professionnelle et donc de transformer un temps perdu en un temps utile, ce qui est pour les employeurs aussi quelque chose d'important puisque ce facteur de mobilité qui peut dissuader parfois certains collègues potentiels de choisir un employeur peut disparaître avec ce type de solution. Et donc la logique au niveau des gares, c'est justement de les transformer en espaces de type flex office où un collaborateur peut venir s'installer sur une table avec toute l'infrastructure, notamment informatique ou Wi-Fi disponible pour avoir accès à ses outils de travail et attendre le train en travaillant. Il pourra évidemment dans le train continuer à travailler puisqu'il n'y a aucune attention personnelle à devoir réaliser et ainsi au maximum rentabiliser son temps de transport, ce qui, je pense, est également un élément qui peut intéresser et les employeurs et les employés, puisque ça permet de récupérer ce temps qui est d'habitude perdu en termes de mobilité pour soit du temps de loisir ou du temps d'efficacité professionnelle. Et Donc vous pouvez bien sûr bâtir autour de ça toute une activité commerciale dans les gares, j'imagine. Alors effectivement, on constate du fait que la gare est un lieu de vie, qu'il y a aussi une attente, et Yannick est bien placé puisqu'il a piloté à la tête de la SNCF Holding le projet de transformation vraiment du concept de gare. La gare, auparavant, et la voie ferrée de manière générale, traversait et séparait deux côtés d'une ville. Aujourd'hui, la gare se veut justement transversale, elle doit pouvoir être traversée de part et d'autre, et cela rend évidemment la gare beaucoup plus accessible aussi, y compris à des non-navetteurs, et donc ça devient des centres d'attraction au niveau commercial également qui sont tout à fait intéressants. Ok. Bon, évidemment, rien de tout ça n'est possible sans une infrastructure. Il faut avoir le Wi-Fi, le réseau informatique, etc. Ce qui veut dire qu'il est tout à fait normal que je me tourne vers vous. Est-ce que c'est Belgacom qui va fournir ce service? Mais on le fait déjà en partie aujourd'hui. Je n'en doute pas. Aujourd'hui, on développe les réseaux 3G, 4G, on continue à investir dans la fibre. Et c'est sûr que les besoins ne feront qu'augmenter dans les années qui viennent. Je voudrais rebondir aussi sur le point de Jean-Claude. Les gens aussi, aujourd'hui, veulent travailler chez eux et doivent avoir accès aux mêmes outils, quelque part au bureau, que chez eux. Et donc, c'est vrai qu'en termes de numérique, il y a toute une série d'outils que nous devons mettre en place vis-à-vis des employeurs, mais aussi des employés, pour permettre quelque part à l'employé d'avoir la même expérience chez lui que celle du bureau. Mais ça suppose que vous répondiez quand même à un certain nombre de défis. On a parlé du Wi-Fi dans le TGV, c'est relativement récent, il ne fonctionnait pas super bien. Le Wi-Fi généralisé dans les trains, c'est pour quand ? Alors, il y a un projet qui est effectivement en cours. Vous préférez que je pose la question à Janiac, parce qu'il est libre de parole, lui, maintenant. Ah, mais écoutez, il n'y a pas de secret sur le sujet. Bon. Vous pouvez poser la question à qui vous souhaitez. Mais simplement, effectivement, il y a un projet, sachant que technologiquement, c'est relativement complexe, parce que le train est assimilé à une cage de Faraday, ce qui veut dire qu'en termes de gestion des ondes, ça rend la situation d'un point de vue technique plus complexe que dans un environnement plus libre. Mais la logique est au moins d'abord d'avancer dans les gares. Si au minimum, vous aviez déjà du Wi-Fi dans les gares, comme le train passe régulièrement dans une gare, ça vous permet d'avoir un contact aussi quand vous êtes dans une logique de rédaction de mails, par exemple, et vous avez des envois et des réceptions. Au-delà, effectivement, on analyse pour l'instant les différentes pistes et aussi le business model, parce qu'il y a la question du prix qui vient derrière. Vous savez qu'au niveau de la SNCB, on est à la fois soutenu par l'État avec une dotation, mais on a aussi des recettes propres en termes de vente de billets et d'abonnements. Mais c'est clair que des services supplémentaires comme ceux-là doivent aussi faire l'objet d'une analyse économique. Je ne pense pas que c'est au public ici présent qu'on doit expliquer cette contrainte. Non, mais peut-être que Laurence Janssens a quelque chose à dire là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Il faut financer tout ça. Est-ce que c'est la SNCB qui
si j'ai bien... La Belgacom, si j'ai bonne souvenance, est encore 51% de capital public. Ça va faire partie d'un service à la collectivité, Mais je pense que... cette présence partout de la connexion informatique. Alors, je pense que ça, c'est vraiment... Enfin, c'est vrai que c'est un débat qui est aussi soulevé dans le paper. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, demain, dans les villes, dans les points urbains, dans les zones urbaines, non urbaines, on va avoir quelque part une conjonction de réseaux. Hein. On a des réseaux mobiles, on a des réseaux fixes, on a les technologies Wi-Fi. Je pense que notre rôle en tant qu'opérateur, c'est d'arriver quelque part au meilleur coût, mais en sachant qu'on reste une société privée et que donc quelque part, ce modèle doit rester rentable. Mais je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Il y a une conjonction quelque part de technologies. De plus en plus aujourd'hui, entre le 3G, 4G, le Wi-Fi, etc., on voit de plus en plus de convergentes. Moi, je pense que dans les années qui viennent, on va voir cette convergence encore se déployer et les débits aussi ne font que augmenter sur ces différentes technologies. Et vous allez pouvoir répondre à ce défi? Ah, on va mettre en œuvre tout ce qu'il faudra pour le faire, absolument. Bon, on se reverra plus tard et on verra ce que ça donne. Jean-Claude Van den Bosch, vous dites carrément la meilleure façon de résoudre les problèmes de mobilité, c'est de ne plus bouger. Ok, bon, d'accord. Le plus bouger, bon, soyons nuancés, ça veut dire, je peux par exemple aller jusqu'à la gare où grâce à Laurence Janssens, j'aurai un Wi-Fi et une connexion informatique, et où grâce à M. Van Loobeek, j'aurai quand même un environnement un peu plus agréable que ce que je connais actuellement. C'est effectivement la liberté individuelle, je reviens sur ce qu'a dit Yannick. Vous intervenez quand vous voulez. La liberté individuelle d'organiser son travail comme on l'entend. Ce qui, dans la structure hiérarchique typique d'une entreprise, n'est pas une évidence. Non. Ça demande un programme de changement à tout niveau de l'entreprise. Hein. D'abord, le CEO qui doit y croire, c'est-à-dire le projet qu'on a fait il y a 5 ans dans la dernière entreprise que j'ai eu la chance d'animer, qui était un des projets dont je me rappellerai dans ma vie de CEO. C'était le programme de changement qui était associé. Donc, quand j'ai déclaré que j'aurais plus de bureau, c'était quand même une promesse. C'était aussi une promesse des partenaires sociaux qui ne croyaient peut-être pas que j'allais le faire jusqu'au moment où ça a été fait. Ça a été fait. C'est aussi un programme qui était particulièrement populaire parmi la génération Y, celle qui aime partager, à condition de mettre les outils informatiques et télécoms de collaboration et permettant d'accéder à l'information dont ils ont besoin pour partager le résultat de leur travail à leur disposition. Où est évidemment le problème, et ça c'est toujours la même chose dans la vie, c'est au niveau du middle management qui doit subitement changer ses habitudes. Oui, ça c'est quelque chose peut-être, si vous me permettez. Il y a eu plusieurs débats sur la mobilité ces derniers temps, et je pense qu'il y a parmi nous quelques-uns des personnes qui ont pu participer aux rencontres au sommet à Deauville, et l'exposé que plusieurs collaborateurs de Just in Time ont fait sur la mobilité, avec la collaboration de Thierry Wilmark de Turing et de Bessie. Ça a fait l'objet d'un article qui a été publié dans l'Écho. Je profite quand même de la petite page publicitaire pour le journal qui m'emploie, mais bon, c'est la moindre des choses. Mais peut-être, Jean-Claude Van den Bosch, le point sur lequel vous avez insisté, ça change complètement le mode de fonctionnement des entreprises. On va parler en langage un peu brutal, les syndicats raffolent pas. Quand le patron veut bien, le reste suit, mais pas toujours. Quand le patron veut pas, de toute façon, ça marche pas. Et puis, ça suppose quand même de revoir un certain nombre de conventions collectives, même à la limite, non? Donc, c'est vrai qu'il faut... Ça change tout. Pour ce type de programme de changement, il faut parfaitement communiquer avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, dont les partenaires sociaux. C'est vrai que typiquement, les partenaires sociaux aiment un cadre. Or ici, on parle de liberté, de flexibilité et de choix individuels. Donc il y a effectivement un écart dans ces deux vues de la vie en commun dans l'entreprise. Et il s'agit donc évidemment de bien communiquer pour trouver justement un consensus sur le sujet. C'est vrai pour toutes les entreprises, je pense. Ça fait aussi partie de ce programme de communication qui fait que vous êtes engagé dans cette nouvelle façon de travailler. Et l'engagement, c'est aussi une preuve de confiance. Hein. C'est un petit peu, Yannick, les jeunes, ils aiment partager sur Facebook. Il y a quelque part une question de confiance, parce qu'alors vous dites, tiens, mais la confiance, vous êtes complètement naïf. Il y a aussi le côté privacy. Donc il y a cette fine ligne qu'il faut toujours bien définir en termes de communication, et qui est absolument, je dirais, un point clé de la réussite de ce type de projet. Parce que, au bout du compte, il y a d'abord un business case qui est favorable pour l'actionnaire et le management. Il y a une véritable satisfaction des collaborateurs qui peuvent organiser le
leur travail à leur façon, et la façon dont moi je travaille, c'est peut-être pas la façon dont Laurence travaille. Donc ils aiment bien. C'est pas la façon dont Yanni travaille. En gros, ils aiment bien. Donc c'est vraiment très individualiste, et donc par rapport au côté collectif, voilà, il faut qu'on explique. Et puis après ça, il y a toute la relation de confiance avec le management qui ne gère plus ses collaborateurs dans les traditionnels systèmes command and control, dans lesquels on voit son collaborateur, on ne le voit plus. On le gère à distance, à travers ConfCall. Oui, mais enfin, on sait quand même quand il a ouvert son ordinateur, combien de temps il a passé sur tel texte, etc. C'est exactement ça qu'il faut bien discuter et bien se mettre d'accord, parce que c'est pas Big Brother is watching you, parce que la techno le permet. C'est un peu ça quand même. La techno le permet, donc c'est de nouveau l'utilisation de la technologie à des fins positives et non pas à des fins de contrôle, comme vous l'indiquez. Peut-être avant de céder la parole à Yannick, vous avez dit en général, le middle management n'aime pas ça. Mais c'est-à-dire que c'est un grand changement, parce que quand vous gérez vos collaborateurs, non plus sur la présence, mais sur le résultat du travail, eh bien la première des choses à faire, c'est d'être excessivement précis sur quelle est l'attente du résultat du travail. Ouais, alors on a tous eu des position plans dans notre vie, etc., etc. Mais maintenant, il faut l'écrire précisément, parce que vous donnez l'objectif, on est bien d'accord sur l'objectif, on l'a bien compris, il devient mesurable, il doit être mesuré, il faut que ça se fasse en accord, c'est pas du top-down. Et pour ça, il faut que le manager fasse un effort de précision que peut-être il n'a plus fait, ils sont nettement plus aisés lorsque l'on voit ses collaborateurs, et à chaque instant, on peut un petit peu rediscuter de la chose. Ok. Yannick. Donc à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord, évidemment, mais ne pensons pas trop en noir et blanc, quoi. Allez, il y a de toute façon le middle way. Il ne faut pas que tout d'un coup, tout le monde va commencer à travailler à la maison, etc., etc. Et le middle way, il faut le faciliter. Et pas essayer de diriger dans le sens, ok, tu travailles maintenant à la maison, tu travailles au bureau ou n'importe quoi. Et le middle way, c'est vraiment de mettre de nouveau ton employé comme un consommateur au nœud de ce qui se passe. C'est lui qui décide et il faut faciliter ce qu'il veut faire. Et je pense que dans ce cas-là, par exemple, des petits bureaux satellites, des petites salles de réunion dans les gares. Moi, j'ai beaucoup de réunions dans la gare centrale. Avant que je vais à la rue Béliard, à la loterie nationale, je vois mes partenaires dans la gare de Bruxelles centrale. Ça évite en effet des déplacements inutiles dans la rue Béliard. C'est facile pour moi, c'est facile pour mon contact. Je pense par exemple à tout ce qui est, je n'ai rien contre des voitures de société, mais maintenant c'est un peu, oui c'est l'un ou l'autre, on a une voiture de société, ou l'on n'a pas, on a parlé de l'intermodalité, facilitons le choix individuel, c'est-à-dire aujourd'hui je viens en voiture, demain je viens en train, le jour après je fais mes réunions dans une gare quelque part, et donnons cette flexibilité aux individus. Malheureusement, on vit dans une société où on a tendance à trop vouloir diriger la population dans l'un ou l'autre sens. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment créer la liberté du consommateur, de notre client. Et quand on sait faire cela, automatiquement, ils vont faire les bons choix. Okay. De façon bien informée. Ok, donc finalement, ok pour partager, mais quand moi je veux et avec qui je veux. Ça revient à ça. Hein. Bon. Jacques Platiot, on voit les problèmes que pose la mobilité numérique. Alors vous, carrément, vous voulez étendre ça aux villes. Smart Cities. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est peut-être avant d'aborder le sujet... C'est la gare de M. Van Loobeek étendue à toute la ville. C'est la somme de tout ce qui a été dit depuis... Avec le matériel de Belgacom absolument. Et les nouvelles conventions collectives. Absolument. Et les remarques formulées par Jean-Claude et par Yanni. Absolument. Mais avant d'en venir aux Smarter Cities, je pense que on parle de mobilité numérique, on devrait parler aussi d'économie numérique. En fait, on comprend assez aisément que la mobilité numérique est un facteur important pour la mobilité physique, les exemples sont nombreux, mais c'est aussi un vecteur important pour l'économie numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'économie numérique représente déjà 30 à 35% pour des pays comme la France de la croissance. Il faut savoir que cette économie numérique a un facteur de croissance année après année de plus de 10%. Et donc, il est
nécessaire, il est obligatoire pour les entreprises, comme pour les sociétés ou les institutions, de considérer cette composante numérique. Qu'est-ce que vous appelez l'économie numérique? Parce que j'ai vu que Yannia qui était très étonné, et moi aussi. Comment est-ce qu'on peut arriver à des chiffres pareils? Qu'est-ce que c'est l'économie numérique? Alors, je vais essayer de clarifier, baliser le territoire. Clarifier, absolument. En fait, l'économie numérique est créée par les nouvelles technologies, sans aucun doute, qui ne sont plus un frein, qui sont réellement devenus ce qu'on appelle en anglais un enabler, donc un moyen effectivement de développement important. Et très concrètement, si j'essaie de résumer, eh bien, on pourrait résumer à Big Data, je vais y revenir, on pourrait parler du monde du mobile, on en a beaucoup parlé, donc les applications mobiles, les smartphones sont une illustration de ce point-là. On doit citer aussi le social, alors Facebook est bien l'illustration de ce qu'on appelle social, mais ce social business est aussi extrêmement important au niveau des entreprises, et le cloud aussi, qui est un élément extrêmement important. Alors derrière ces termes, en fait, qu'est-ce qui se cache? Il se cache que on est capable aujourd'hui, on génère aujourd'hui des quantités phénoménales de données, sous toutes ses formes, de la vidéo, du texte, des données. Juste pour illustrer ce propos, on génère aujourd'hui, en 2 jours, plus de données que ce qu'on générait entre 2003 et 2005. En 2 jours. Et on voit une exponentielle. Alors comment est-ce possible? Peut-être pour illustrer cette facilité de gérer de la donnée. Et la mobilité dans tout ça, évidemment. Je vais y venir. Comment est-ce possible? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la Terre, sur le globe, il y a des tas de transistors, on trouve partout. En fait, il y a sur Terre plus d'1 milliard de transistors par être humain. Faites le calcul, on ne va pas le faire, mais faites le calcul. Ça vous donne une idée de ce qu'on est capable de générer comme données. Données de base, mais comme données. Cette donnée, aujourd'hui, elle peut être traitée à travers des systèmes. Ces systèmes existent aujourd'hui. On est capable effectivement de traiter l'ensemble de ces données. La vraie question, c'est de savoir ce qu'on peut en faire derrière, comment on peut traduire en action, en activité, pour le bien-être soit d'une société, d'une entreprise, soit de la collectivité, comment on peut effectivement traiter ces données. Donc, notamment dans la mobilité. Notamment dans la mobilité. Alors, au niveau de la mobilité, un exemple, comme tu le signalais, ce sont les villes intelligentes. On parlait d'intermodalité. Il ne faut pas croire qu'on parle de science-fiction, puisque ces exemples existent aujourd'hui. On pourrait par exemple parler de la ville de Lyon, pour prendre un exemple que je connais, où effectivement, avec le smartphone, l'utilisateur, l'usager, est tout à fait capable de définir son trajet. Il est averti en temps réel des problèmes qui peuvent se poser sur son trajet. Il reçoit aussi les alternatives possibles avec la notion de temps telle qu'elle a été définie, parce que bien sûr c'est extrêmement important. Et on peut même développer à l'infini ce genre d'application, parce qu'on pourrait même proposer des activités à l'usager si, par exemple, il se retrouve coincé dans un endroit particulier. Donc voilà une application très, très concrète. Et d'ailleurs, il existe aujourd'hui des initiatives qui sont prises. Je voudrais citer par exemple Futurocité avec la région wallonne, qui effectivement réfléchit aux aspects de ville intelligente. Ce que je constate, c'est qu'on a encore un chemin important à faire en matière de gouvernance, en fait. Ce point a déjà été évoqué plus tôt dans les débats, mais c'est extrêmement important. Et là aussi, beaucoup à faire. Ça, c'est le rayon d'Alain d'Outremont. Peut-être un mot là-dessus, ce sera le mot de la fin pour ce débat-ci, en tout cas. C'est vrai que la gouvernance est un problème vraiment compliqué, parce qu'il y a 2 niveaux de gouvernance qu'on va voir ici. Vous avez des moyens de transport, et donc vous avez des moyens de transport qui sont très structurants, comme le train, et puis le métro, et puis ça va en décroissant. Et à côté de ça, vous avez aussi, puisqu'on part du principe qu'on passe dans une mobilité qui devient de plus en plus numérique, une gouvernance au niveau des modèles d'information et de données. Je rajouterai même un troisième point, effectivement. Je rajoute même un troisième point, parce qu'il y a donner l'information en temps réel aux voyageurs et donc leur permettre de poser le choix le plus judicieux. Il y a également une autre réflexion derrière, qui est liée à l'intermodalité, qui est l'intégration tarifaire. Et donc c'est toute la gestion, cette fois-ci, du moyen de paiement. Parce qu'in fine, ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est dire, je choisis mon trajet d'un point A à un point B, et en même temps que j'ai la communication de mon trajet, je paye à quelqu'un, on va dire ça comme ça, et ça me permet, avec le même mode ou le même ticket ou le même titre de transport, d'aller d'un bout à un autre. Donc ça illustre bien la complexité, parce que la gouvernance n'est pas seulement entre la SNCB ou la STIP, par exemple, si on prend le cas de Bruxelles, c'est beaucoup plus large que ça. Donc il y a une réflexion entre différents types d'opérateurs. Si vous regardez à l'étranger, et je me limiterai au cas des grandes métropoles,
vous avez bien souvent des autorités organisatrices qui sont relativement fortes, qui sont lancées à l'initiative des pouvoirs publics, parce que quelque part, ils ont un rôle à jouer là-dedans. C'est clair. Alors ça peut être un rôle qui peut être, comme l'a expliqué Laurent, plutôt créer un espace de discussion, ça peut être un rôle plus contraignant, donc il y a différents types de formats, mais fondamentalement, ce type de réflexion est important, parce que ça permet de mettre tout le monde autour de la table et de s'assurer qu'on parvient à avoir un flux de transport qui soit le plus efficace possible et le moins cher possible in fine, et donc qu'on évite les déperditions. Voilà, le sujet de demain, la gouvernance. Merci à Laurence Janssens, merci à Jacques Platiot, merci Alain Doutremont, merci Jean-Claude Van den Bosch, merci Michael Van Loobeek et bien sûr merci Yann Yaak. Je suis désolé, mais nous devons nous séparer parce que nous devons céder la place à la vidéo suivante. Voilà, merci.